C'est une démocratie politique et économique qui correspond à ce que nous appelons, quant à nous, et sans avoir le fétichisme des mots, une démocratie telle que notre pays n'en a jamais connue, parce qu'il fera du bonheur une idée neuve en France. Bernard Robert, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pourriez vous présenter pour le public fidèle des entretiens d'Auxerre 2020, public qui nous suit en ligne sur le site des entretiens? Oui, bonjour. Donc, je suis Bernard Hébert. Je suis directeur de recherche au CNRS, au CEVIPOF, au Centre de recherche politique de Sciences Po Paris. Je suis philosophe moral et politique et j'ai travaillé depuis plus d'une vingtaine d'années sur des questions d'évaluation technologique participative, par exemple des conférences de citoyens sur les OGM ou des conférences pan-européennes sur la désirabilité des recherches sur le cerveau. Et plus récemment, j'ai été embarqué dans l'analyse du grand débat national en France, de la Convention citoyenne pour le climat. Et je sors maintenant d'une expérience un peu plus particulière, puisque comme philosophe, on m'a intégré dans un dispositif de convention citoyenne. C'était celle de l'Occitanie, donc la grande région Occitanie, qui réfléchissait sur la question du Green New Deal, du Green Deal. Comment est-ce que dans cette région-là, on peut se servir de ces budgets? Donc, je fais l'aller-retour, c'est souvent un sport assez acrobatique, entre de la réflexion qui relève de la philosophie politique. Je m'intéresse beaucoup à la démocratie délibérative et on pourra en parler. Je pense même que d'une certaine façon, il faut aller au-delà de la démocratie délibérative. Et je fais aussi des analyses empiriques, c'est-à-dire j'essaie de voir pourquoi les gens sont en désaccord moral sur des questions de justice sociale, par exemple, pour la Convention citoyenne pour le climat. Comment est-ce qu'on organise ces dispositifs? Quels sont les choix de design institutionnel? Et dans le grand débat national, par exemple, j'ai eu l'occasion d'assister à des réunions d'initiatives locales, à des conférences citoyennes régionales, ou à des réunions qu'on a appelées des réunions thématiques nationales où les corps intermédiaires faisaient des propositions. Et voilà, j'aime bien parce que souvent dans ces expériences, on est très en retrait par rapport à ce qu'on pourrait vraiment faire, ce qu'on pourrait attendre d'une délibération. C'est vrai que les exigences sont quand même très élevées puisqu'il s'agit de pouvoir prendre à bras le corps des choses complexes comme la question du pluralisme moral. Nous sommes en désaccord sur les grandes questions morales et donc il faut arriver à pouvoir se parler, avancer, passer des accords, tout type d'accords d'ailleurs, pas forcément des consensus. Ça peut être des désaccords délibératifs, ça peut être des compromis. Il faut être capable de prendre des décisions où vous êtes obligé de faire des choix. Et on se rend compte par ces expériences que les citoyens sont assez en difficulté lorsqu'ils font partie d'un collectif comme une convention de devoir choisir dans 200, dans 130 propositions, les quelques propositions qu'il faudrait défendre. Voilà. Alors, il se trouve aussi en plus que je suis suisse d'origine, donc je suis à cheval entre deux pays qui, du point de vue institutionnel, sont diamétralement opposés, entre le fédéralisme ou la confédération suisse avec énormément de pouvoir au niveau des cantons, avec une démocratie directe qui n'est pas une démocratie délibérative, qui n'est pas une démocratie participative, c'est la démocratie directe. Et puis à l'inverse, la France, beaucoup plus centralisée, mais qui a aussi l'avantage d'être un État qui peut prendre des décisions comme les décisions qu'on doit prendre lorsqu'on doit construire quelque chose de gigantesque comme l'Union européenne. Alors, vous avez utilisé le mot de design institutionnel. Est-ce que vous pourriez pour nous le définir et justement quel était le design institutionnel de ces grandes conférences thématiques locales ou nationales, donc à différentes échelles, et en quoi ce design peut nous aider à penser les transformations de la démocratie et de l'implication des citoyens dans la politique? Alors, il y a plusieurs questions. C'est vrai que quand on parle de design institutionnel, on se dit, ben voilà, on va convoquer
des citoyens, on va éventuellement les exposer à des experts. Comment est-ce qu'on va s'y prendre? Alors, il y a des choix qui sont liés à la sélection de ces citoyens. Est-ce qu'on veut des citoyens les plus neutres possibles ou au contraire, est-ce qu'on veut des citoyens qui sont engagés? C'est un premier type de choix. Si vous prenez par exemple les comparaisons entre les conférences de citoyens ou les publiforums qu'on a eus en France ou en Suisse on appelle ça les publiforums, quand on a dû réfléchir sur les OGM par exemple ou les choix énergétiques en Suisse, eh bien on faisait des annonces qu'on passait dans les journaux. Donc c'était plutôt des personnes engagées, concernées, alors qu'en France, lorsqu'on a fait les premières conférences de citoyens, c'était tout le contraire, c'était le tirage au sort. Bien sûr, après, on panélisait les choses, on essayait de faire en sorte qu'on ait une représentation, si ce n'est pas une représentativité démographique, mais une représentation de ce qu'est la société française en termes sociodémographiques. Si vous prenez la Convention citoyenne pour le climat ou la Convention citoyenne d'Occitanie, c'est la même chose, on a tiré les citoyens au sort. Alors, ces citoyens qui sont tirés au sort, ils doivent être volontaires, c'est-à-dire qu'ils sont tirés au sort, c'est des numéros de téléphone qui sont tirés au sort, on les appelle, s'ils répondent, par chance ils répondent de temps en temps, eh bien, il faut encore qu'ils acceptent de venir, qu'ils soient libres pour venir. Et donc, en gros, on a une personne sur 9 qui accepte de venir. Donc, il y a déjà un gros biais de sélection. Alors ça, c'est un tout premier choix de design institutionnel et il prend énormément de temps. Et après, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va travailler pendant 3 week-ends, comme dans une conférence de consensus ou conférence de citoyens au Publiforum, c'est la même chose? Est-ce qu'on va, au contraire, comme la Convention citoyenne pour le climat, imaginer partir sur 6 mois et puis après, à la faveur des mouvements sociaux, les mouvements contre les manifestations et les grèves contre la réforme des retraites en France, ensuite la crise du Covid. Voilà, les citoyens se retrouvent avec quelque chose qui aurait dû se terminer début du mois de février et ça s'est terminé à la fin du mois de juin. Mais il y a encore une session, probablement en décembre, lors de laquelle le président de la République va devoir exposer à la critique des citoyens d'une certaine façon, qui vont lui dire voilà, on est content ou pas content de ce que vous avez fait dans la transmission sans filtre de nos propositions. Là, vous voyez que c'est aussi un autre choix de design institutionnel. Est-ce que c'est un processus dans lequel des décideurs sont associés? Ça a été le cas dans le grand débat national, puisqu'on avait 2 ministres qui étaient associés, ou est-ce qu'au contraire, on privilégie la neutralité la plus grande, et c'est le discours plutôt de la Commission nationale du débat public en France, mais c'est aussi où est-ce qu'on se sert de ces expériences pour faire des expériences à destination de la recherche? De temps en temps, il y a des chercheurs dans la communauté des délibérativistes, des gens qui travaillent sur la théorie de la démocratie délibérative, qui veulent absolument monter l'expérience du début jusqu'à la fin. Donc ça, c'est un deuxième choix de design. Ensuite, qu'est-ce qu'on privilégie? Il y a la question du temps, mais ensuite, il y a la question de quelles sont les séquences, qu'est-ce qu'on a envie de faire. Si vous regardez le site de la Convention citoyenne pour le climat, là, on n'a pas le temps de tout expliquer, mais il y avait au début une volonté de travailler en 6 week-ends, des week-ends très chargés, où on commençait le vendredi à la mi-journée jusqu'au dimanche vers 4 heures, où il y avait une sorte d'abord prendre la mesure du mandat, savoir qu'est-ce que c'était que ce mandat, qu'est-ce que c'était que la question qui était posée, qui était une question redoutable, qui est compliquée. Comment réduire de 40% les gaz à effet de serre d'ici 2030 dans un esprit de justice sociale? Donc c'est une question assez compliquée. Ensuite, il fallait partir un peu de l'expertise des citoyens qui se connaissent, qu'est-ce qu'ils entendent un peu par justice sociale, qu'ils comprennent un petit peu les tenants et les aboutissants de la question climatique, les tenants et les aboutissants des outils qu'on a à la fois en droit et à la fois en économie environnementale pour savoir comment aller, comment s'engager dans cette transition. Et puis, au fur et à mesure, il fallait donc que les citoyens travaillent. C'était diviser le travail en groupes thématiques autour de questions qui sont très tangibles, comme se loger, consommer, se nourrir, se déplacer, produire, travailler. Et donc, il fallait aussi leur proposer des experts, si possible de la façon la plus pluraliste. Et il fallait aussi que les citoyens partent de leurs questions à eux, des confrontations qu'ils avaient, des accords qu'ils pouvaient avoir les uns les autres. Puis petit à petit, au fur et à mesure des sessions, il fallait qu'ils arrivent non seulement à des recommandations, ce qui est souvent proposé dans les choix
de conférences de ce type. Non, là, il fallait qu'ils aient des mesures qui soient le plus abouties possible. Donc, on leur a mis à disposition un comité légistique. Mais vous voyez le travail qu'il y avait, c'est-à-dire que ce comité légistique devait être capable de comprendre quelles étaient les intentions des citoyens, essayer de traduire ces intentions. Mais à la fin, vous avez un rapport qui est quasi un rapport d'experts qui fait 460 pages avec un nombre incroyable de mesures, puisqu'il y en a 149. Le président de la République a décidé qu'il en transmettrait, en tout cas, 146. Et ça, c'est aussi un choix de design institutionnel. Si vous prenez une conférence de citoyens, comme les conférences classiques de citoyens, celles qu'on a eues en France en 98, en Suisse en 99, ce sont des conférences dans lesquelles on a un rapport qui a été rédigé après 3 week-ends par les citoyens eux-mêmes et qui tient plus de la recommandation que des propositions très abouties. Là, on a des propositions beaucoup plus abouties, mais le problème qu'il y a, c'est que les experts ont mis énormément la main à la pâte. Ça, c'est une. Pour résumer les choses, aujourd'hui, après plus de 30 ans d'expérience, on a à disposition à peu près une cinquantaine de procédures très, très différentes. La conférence de citoyens, c'en est une. L'état généraux, c'en est une autre. Le jury citoyen, vous travaillez que sur une question et vous travaillez vraiment au développement de cette question et vous réfléchissez énormément à la façon dont les mesures que vous proposez doivent être implémentées ou doivent être mises en œuvre. C'est encore autre chose. Il y a une cinquantaine de procédures qui existent. Donc, moi, je pense qu'il est capital et malheureusement, on se pose très, très peu ces questions de savoir qu'est-ce qu'on attend vraiment en plus avec ces citoyens qui sont entre une trentaine jusqu'à 150. Qui sont ces citoyens par rapport à l'ensemble de ceux qui n'ont pas été choisis pour faire partie d'expériences? Qui sont-ils par rapport à la société civile organisée, par rapport aux lobbies? Alors, aux lobbies de tout type, des défenseurs de cause qui peuvent être le WWF ou la grosse confédération agricole, la FNSEA, pour ne pas parler de Total, pour ne donner que ces exemples, et qui sont-ils par rapport à des élus ou à des députés? Souvent, on ne se pose pas vraiment la question. Ils ne remplacent pas tous les Français, ils ne remplacent pas les députés, ils ne remplacent pas des gens qui portent des causes. Donc, il faut d'abord savoir qui ils sont, qu'est-ce qu'on attend d'eux. Ce ne sont pas simplement des gens qui sont là avec une expertise d'usage. Est-ce qu'ils doivent parler avec le soin d'être le plus fidèle possible à leur attachement territorial ou au contraire à leur attachement idéologique ou au contraire à leur attachement professionnel parce qu'ils ont des compétences qui leur viennent de cela? Ou est-ce qu'il faut, et ça c'était très intéressant de voir, on a eu un moment intéressant là autour de l'expérience occitane, est-ce qu'il faut au contraire qu'ils deviennent vraiment des citoyens, c'est-à-dire des gens qui s'emparent du bien commun, qui plutôt que d'être des gens qui font des calculs d'apothicaire pour savoir ce que telle ou telle proposition leur apporte, essaient de prendre un petit peu de la hauteur. C'est aussi un choix de design institutionnel. Ensuite, il y a le moment de quand est-ce que vous les soumettez à de l'expertise. Il y a des gens qui pensent qu'il faut leur donner très très vite des experts qui leur expliquent un petit peu la situation pour qu'ils soient quittes de réinventer la roue. Mais il y a d'autres gens qui disent, attendez, ils sont là pour discuter des grands concepts politiques qui nous ennuient tous, avec lesquels on n'est pas d'accord. Enfin, qui nous ennuient, c'est parce qu'on n'est pas d'accord. La question de la justice sociale, eh bien, si vous êtes plutôt de gauche, plutôt de droite, vous avez des sensibilités, vous avez des priorités de ces questions-là, vous n'allez pas épuiser ce débat-là. Et donc, du coup, vous pourriez vous servir de ces expériences-là pour maximiser ou aller le plus loin possible sur les désaccords des gens, plutôt que de les forcer un petit peu par le travail qui se fait au pas de charge à arriver à des consensus, ce qui était quand même une des difficultés et un des paradoxes de la Convention citoyenne pour le climat. C'est une convention qui a duré pendant très longtemps, c'est long quand même, 9 mois, mais presque pendant tout le dispositif, les citoyens se sont plaints d'avoir trop peu de temps. Et quand vous regardez les résultats des votes des familles de mesures, c'est des résultats qui sont quasi proches de ce qu'on avait pendant les périodes fastes du leader Massimo à Cuba. Donc, c'était assez peu démocratique. Mais bon, il y a des raisons qui l'expliquent et je pourrais entrer dans les détails là-dessus. Donc, tous ces choix sont importants. Pour la question de la délibération, comme c'est une question qui m'intéresse, moi, je pense qu'aujourd'hui, on comprend la délibération comme une discussion polie, respectueuse des autres. Et c'est un préalable. C'est déjà très bien. Si vous voyez par exemple la détérioration de la qualité du débat politique, mais là je parle de leaders politiques, je pense par exemple
aux débats ou à ce qui ressemble à des débats aux États-Unis actuellement pendant la campagne qui se termine, la campagne électorale. C'est sûr que d'avoir déjà un discours respectueux, c'est énorme. Mais quand vous êtes respectueux avec les autres, vous communiquez de façon respectueuse, vous ne délibérez pas encore. Vous parlez simplement et vous écoutez les autres personnes et c'est déjà énorme. Mais pour délibérer au minimum, il faut déjà qu'il y ait des désaccords. Il faut qu'il y ait des désaccords importants et qu'il faut qu'ils soient explicites. C'est une chose que j'ai découvert par ce travail empirique. Souvent, il y a des citoyens qui arrivent dans des dispositifs de ce type qui n'ont pas d'avis avant de commencer. Ou alors, au contraire, qui ont un avis et même à la fin d'un processus, ils vont vous dire qu'ils n'ont pas changé d'avis. On a distribué un questionnaire pendant le grand débat national, pendant les réunions d'initiatives locales et pendant les conférences citoyennes régionales, donc qui réunissaient une centaine de personnes avec un encadrement qui était similaire dans toutes les régions françaises. Et on leur avait posé comme question, est-ce que vous aviez un avis? Et si vous aviez un avis, est-ce que vous avez changé d'avis? Et si vous avez changé d'avis, est-ce que c'est parce que d'autres personnes avaient des arguments meilleurs que le vôtre? Eh bien, c'est redoutable. Les réponses sont à plus de 80%, je n'ai pas changé d'avis. Ce qui pose un gros problème pour la théorie de la démocratie délibérative, parce que l'élément dur, ce qui permet qu'on avance dans la délibération, c'est le fait qu'on argumente et on se plie devant la force d'un argument meilleur, s'il y a un argument meilleur. Alors, on pourra en parler peut-être après. Il y a tout le problème de savoir ce que c'est qu'un argument et quel type d'argument. Est-ce que c'est un argument qui est tout fait, comme un argument d'un avocat qui se battrait contre un autre avocat? On aura un peu un modèle de la plaidoirie. Ou est-ce qu'au contraire, un argument, c'est quelque chose qui est une sorte de questionnaire qu'on doit remplir dans une enquête? Et c'est grâce aux collaborations, au recueil des informations d'autres partenaires d'autres membres de la Convention, mais aussi d'experts, qu'on constitue petit à petit son argument. Donc, ces choses-là doivent être tranchées. Et je pense que là-dessus, on a encore beaucoup de travail à faire pour qu'on puisse d'abord rendre explicites les désaccords, travailler sur ces désaccords et aller le plus loin possible dans des formes d'accords qui soient peut-être des dissensus délibératifs, pas forcément des consensus et pas forcément des compromis avant de voter. Parce que dans tous ces dispositifs, le problème, c'est qu'à un moment donné, d'une façon ou d'une autre, vous votez. Alors moi, ça ne me gêne pas qu'on vote, mais s'il s'agissait simplement de voter, ça ne vaut pas la peine de passer 9 mois sur quelque chose. Alors c'est vrai que pendant ces 9 mois, on a élaboré les propositions et après qu'on vote sur ces propositions. Mais le moment de la sélection des propositions, de la sélection des choses qu'il y a à sélectionner. Des fois, c'est des propositions, des fois, c'est des solutions. La façon de prioriser, par exemple, des modes de financement, eh bien, il faut que ce soit le plus clair possible. Et pour l'instant, on n'est souvent pas très clair sur ces procédures-là. Et si la seule procédure, c'est le vote, aussi sophistiqué fut-il, que l'on propose, ça vaut peut-être pas la peine. Pour moi, c'est un petit peu une sorte de défaite qu'on ait été obligé de voter finalement. Alors, je peux mettre un tout petit peu d'eau dans mon vin. Il y a des choses pour lesquelles la part d'incertitude demeure et on est peut-être incapable de justifier à 100% ce pourquoi on pense telle ou telle chose, pourquoi on pense telle ou telle chose, quelles sont ses justifications. Mais quand même, aller le plus loin possible dans l'exigence de justifier ce qu'on est en train d'apporter, c'est important. Et là aussi, c'est le travail empirique qui le montre. Un philosophe, c'est vrai qu'il est très intéressé aux justifications, c'est son métier, surtout s'il fait de la philosophie normative, donc de la philosophie morale, de la philosophie politique, où il ne s'agit pas simplement de décrire les choses, mais de dire qu'est-ce qui est mieux, qu'est-ce qui est plus juste. Eh bien, on est habitué à cela. Mais le commun des mortels et une bonne partie des citoyens et des citoyennes qui sont invités dans ces expériences-là, quand vous leur posez la question de dire pourquoi est-ce que vous pensez telle ou telle chose ou pourquoi vous proposez telle ou telle chose, il y en a beaucoup qui se sentent très vite très démunis. Donc, il y a un gros travail d'accompagnement à faire, mais c'est très bien. Ça veut dire que nous avons encore beaucoup de recherche à faire. Alors, pour revenir à notre sujet de la démocratie, il y a même un moment donné où on peut se dire, mais pourquoi est-ce qu'on serait aussi exigeant avec ces citoyens, alors que si vous regardez la qualité du débat parlementaire, ce n'est pas toujours exceptionnel. Il y a d'ailleurs des chercheurs qui ont mis au point un index de la qualité de la délibération dans des parlements. Ce sont d'ailleurs des Suisses qui ont mis ça
à disposition, c'est de l'université de Berne, des gens comme Jörg Steiner, comme André Bestiger. Et donc, on se rend compte que, en tout cas dans le débat parlementaire, pas dans les commissions parlementaires, mais dans les débats publics, il est assez rare qu'on fournisse vraiment des justifications de ce qu'on avance. C'est plutôt des clèmes, plutôt des affirmations que des justifications. Alors pourquoi est-ce qu'on demanderait davantage à des citoyens qu'on met dans ce genre de dispositif? On peut se dire que c'est parce que l'une des attendues, l'un des objectifs de ce genre d'expérience, c'est de mettre les participants dans les conditions les meilleures pour avoir l'information la moins biaisée ou la plus pluraliste, pour qu'ils soient le plus détachés possible de toutes sortes d'allégeances, qu'elles soient partisanes, idéologiques ou d'un groupe qui défend telle ou telle position. Et on peut se dire, écoutez, quand on a mis les gens dans les meilleures conditions possibles, voilà ce à quoi ils arrivent. Mais je le redis, la délibération ou la théorie de la démocratie délibérative, ça ne s'implique pas uniquement à ce genre de mini-public, ce que beaucoup de gens croient. Ils croient que la délibération, ça s'est fait qu'à la Convention. Non, on délibère à l'Assemblée nationale, on délibère même au Conseil des ministres. La Constitution française a le mot, le terme de délibération dans sa Constitution. Donc, il faut savoir ce qu'on fait quand on délibère. Quand on délibère, on compare des possibles, des moyens possibles pour arriver à des fins. Alors, il se trouve qu'aujourd'hui, c'est un peu plus compliqué qu'à l'époque d'Aristote, puisqu'il faut comparer des possibles, des impossibles, des probables. Mais enfin, on a des ressources pour réfléchir à ce que c'est que l'argumentation et la délibération. Le pas aussi suivant à faire, c'est être capable de connecter à la fois ces expériences en mini-public avec des lieux de décision. Alors, en l'occurrence, avec le cas français, c'est, disons, le plus haut niveau de l'État, le président de la République qui s'implique, qui est à l'initiative. Et il a été pour beaucoup, d'abord déjà dans le choix de la question, dans la provocation de cette convention, même si on pourrait en parler parce qu'il y a une histoire assez compliquée sur comment est-ce qu'on en est arrivé là. Et puis dans la reprise, et même à un moment donné, ce n'était pas du tout prévu, mais il y a des citoyens qui ont voulu qu'ils viennent les visiter pendant une session. Et pendant cette session, le président leur a tendu une perche aux citoyens, leur disant, écoutez, il faudra que vous m'aidiez pour la suite, pour le travail de suivi. Et donc les citoyens se sont dit, mais pour pouvoir aider, il faudra qu'on se constitue en association. Ils se sont constitués en association qui s'appelle les 150. Alors, ils ont toutes sortes de difficultés, ce n'est pas simple, et ils sont confrontés justement à toute la réalité de la construction de la décision à multiples mains. Ce n'est pas une personne qui décide, et puis il y a des circuits qui sont des circuits obligatoires, qui sont liés au système interinstitutionnel. Et donc, c'est ce que je disais un peu avant, il faut être capable de penser la délibération, pas simplement comme des petites expériences ponctuelles en mini-public, mais ces expériences avec des autorités légitimes de prise de décision, et en plus avec un système qu'on peut comprendre comme une sorte de système au pluriel délibératif. On délibère au Parlement, on délibère à l'Assemblée nationale, on peut délibérer éventuellement au Conseil constitutionnel quand on voit passer par exemple certaines propositions qui touchent à la Constitution qu'ont pu proposer ces citoyens. Et vous voyez bien que si vous imaginez la démocratie sous l'angle de ce système, de ce système de systèmes, ou sous l'angle des échanges entre individus au sein d'un parlement ou au sein d'une convention, c'est toujours la même exigence que vous pouvez faire valoir. Qu'est-ce qu'on fait quand on délibère? Est-ce que les gens ont la possibilité de se faire comprendre? Il ne faut pas oublier qu'une grosse partie du travail, ça se fait dans le silence de la tête, dans le silence des cerveaux. Et on le sous-estime très, très souvent. Il y a une partie de la délibération qui exige du temps pour penser. Et très souvent, quand ça va trop vite, il y a des citoyens qui ne comprennent pas parce que ça va trop vite. On pourrait dire certaines fois des parlementaires. Donc, c'est un subtil dosage, ce travail de quand est-ce qu'on laisse du travail ou de la place pour la délibération individuelle, ensuite des interactions avec les autres, des interactions entre cette convention et des extérieurs, des experts. Voilà. En effet, donc on le comprend bien, et là vous nous l'expliquez, ces consultations citoyennes ne sont pas en elles-mêmes un gage de démocratie ou un gage de démocratisation du processus de décision, dans la mesure où il faut penser non seulement les structures, le design institutionnel, et en même temps remettre en réalité la délibération au sein des processus décisionnels. Est-ce que vous pourriez nous donner quelques éléments sur l'autre bout de la chaîne, c'est-à-dire une fois que les citoyens
ont établi un certain nombre de propositions. Qu'est-ce qui se passe? Quelle est la navette? Ces propositions sont donc reprises par le pouvoir politique, par le président, vous le disiez. Comment les choses se passent? C'est soumis à un référendum ensuite, dans les 50 expériences qui existent? Est-ce que tout le peuple vote? Est-ce que ça donc donne de la force à ce processus délibératif ensuite pour le réaliser dans l'action, de la légitimité aussi? Ces 150 dont vous parlez, que le président appelle à son secours pour l'effectuation des mesures qui ont été mises en délibération, ce qui viennent se substituer à un service de l'État, à un parti politique, voilà. Toutes ces questions-là sur lesquelles j'aimerais vous entendre. Alors très souvent, si vous prenez les choses avec un peu de recul, parce que tout n'a pas commencé avant-hier avec ces expériences-là. D'ailleurs, il y a déjà eu une conférence de citoyens au début des années 2000 organisée par la Commission pour le développement durable sur la question du climat, qu'on a complètement oublié, hein. Il y a une perte de mémoire. Mais si vous comparez, par exemple, la conférence de 1998, qui a été la première conférence de citoyens en France, c'était sur les OGM, qui était hébergée au Sénat et à l'Assemblée nationale et qui était organisée sous la houlette de l'OFPEX, donc de l'Office parlementaire de l'évaluation des choix scientifiques et technologiques. Il y a des politistes qui sont allés faire des interviews auprès d'élus, de députés, une année après, et ils leur ont demandé qu'est-ce que vous pensez de la conférence des citoyens sur les OGM? Pas un élu n'avait entendu parler de cette conférence. Vous voyez que les choses ont beaucoup changé. Maintenant, on entend parler de ces choses-là. Tout le monde a entendu, enfin, il y a beaucoup de gens qui ont entendu parler du grand débat et de la Convention. Sur la Convention, il y a eu des enquêtes qui ont été faites. Il y avait à peu près 20% des Français qui en avaient au moins entendu parler. Vous voyez de quoi il s'agissait, même s'ils ne connaissent pas le détail. Et d'ailleurs, il y a peu de gens qui connaissent le détail, à part les observateurs. Beaucoup de gens qui ont écrit sur le sujet, mais qui finalement ont suivi assez peu de choses, mais ça, c'est une autre question. Je reviens en 98. En 98, vous aviez un moment très intéressant où une citoyenne, tout au début, pose la question « Pourquoi est-ce qu'on est là ?» Et vous avez le président de cette conférence de citoyens qui est très embarrassé parce qu'il n'a pas beaucoup réfléchi à la question « Pourquoi est-ce qu'on les convoque ?» et qui dit finalement « Écoutez, moi, je suis député, on m'a confié la rédaction d'un rapport sur les OGM, eh bien, je tiendrai largement compte de ce que vous dites dans votre rapport pour mon rapport. » Bon. Et là, vous pouvez faire les comparaisons entre le rapport des citoyens et le rapport du parlementaire, et vous voyez la différence, mais vous voyez qu'il a quand même repris quelques idées. Là, on est allé beaucoup plus loin, si je reviens à la Convention, puisque d'une part, il y avait cet engagement moral du président de la République de reprendre sans filtre, de transmettre sans filtre, c'est une nuance très importante. Il ne s'agit pas de reprendre et d'appliquer comme cela, parce qu'il y a quand même une voie à suivre pour la prise de décision politique à ce niveau-là. Mais je transmettrai sans filtre vos propositions. Il s'était octroyé le droit de jouer quelques jokers, mais il a presque tout repris, puisqu'il en a repris 146. Mais il faut que ces mesures-là suivent la voie qu'on leur a proposée. Pour certaines, qu'elles soient soumises au Parlement. Donc, il y a une loi qui est en préparation. Il faut qu'il y ait un travail dans les ministères concernés. Au premier chef, le ministère de la Transition écologique. Il faut, pour certaines décisions, que les parties prenantes, les syndicats, certaines fois des branches professionnelles soient associées à la décision. Il faut, pour certaines choses, comme il y a déjà des mesures qui sont très proches de ce qui est en préparation, ou alors à plusieurs niveaux, que ce soit au niveau national, mais certaines fois au niveau européen. Donc, il faut essayer de faire éventuellement converger certaines propositions des citoyens avec des propositions existantes ou des propositions qui sont sur le point d'exister. Donc, vous voyez bien que ce serait d'ailleurs complètement non démocratique et très peu légitime que de s'appuyer sur les seules propositions de ces seules 150 personnes, comme ça, pour les mettre en musique, comme ça, sans qu'il y ait de débat parlementaire quand il faut un débat parlementaire, un passage pour voir s'il y a une conformité avec la Constitution ou pas. Alors, bien sûr, comme il y a eu un comité légistique qui a beaucoup travaillé, beaucoup œuvré, surtout sur la deuxième partie de la Convention, il y a énormément de risques qui ont été éliminés. D'ailleurs, une bonne partie du travail qui était un petit peu un travail de rabat-joie des légistes, c'était des
des conseillers juridiques, c'était d'expliquer aux citoyens qu'une bonne partie de ce qu'ils proposaient, ça existait déjà, ou alors que ce n'était pas possible pour X ou Y raison. D'ailleurs, certains juristes ont appris à la faveur de leur intervention comme conseiller le niveau d'inculture des gens qui ne sont pas des spécialistes de ces questions politiques. Voilà, c'est une autre façon d'imaginer l'engagement des décideurs politiques. Dans la Convention citoyenne d'Occitanie, donc ça c'est une région, eh bien, il y a eu, le processus est beaucoup plus rapide, hein, ça tient sur un mois et demi. On a le budget ou une petite partie du budget qu'on pourra attribuer à cela. Il y a la production des citoyens et de leurs mesures. Il y a une partie de leurs mesures qui sont soumises à un vote consultatif de qui veut bien voter dans la région. Je ne sais pas d'ailleurs si c'est tous les habitants ou simplement les citoyens d'Occitanie. Et ensuite, il y a une délibération classique au niveau de la région. C'est une autre façon d'imaginer les choses. Donc l'engagement, et ça c'est vraiment une nouvelle tendance, l'engagement, disons, d'instances politiques légitimes, que ce soit un parlement, que ce soit un gouvernement, que ce soit une région, pour provoquer l'expérience et ensuite en récolter, en tirer de façon diverse les fruits et en faire quelque chose, c'est quelque chose d'assez neuf. Ça a aussi été le cas en Grande-Bretagne, où il y a une expérience qui a été proposée par le Parlement. Il y a quelque chose qui se prépare maintenant pour l'Écosse, il y a quelque chose qui se prépare pour un land allemand. Maintenant, il y a, et ça semble tout à fait normal, le souci de faire quelque chose du travail de citoyens qui on a demandé du temps, de l'intelligence, de la bonne volonté, pouvoir faire en sorte qu'on soit très clair sur ce qu'on va faire de leur production. Alors au niveau local, ça s'est fait beaucoup, ça s'est fait pas mal aussi. Mais c'est vrai que c'est souvent sur des choses un peu plus, budget participatif, c'est moins... c'est attribuer de l'argent, c'est pas proposer des nouvelles règles, des nouvelles normes, des nouvelles lois. Deux questions très courtes pour finir, puisque vous nous parlez justement de l'Écosse ou de l'Allemagne, en même temps du niveau micro-local avec les budgets participatifs. Comment est-ce que vous voyez l'avenir de ces pratiques de délibération citoyenne, avec les principaux risques que cela comporte, les principaux obstacles aussi, en même temps possibilité d'une revivification de la démocratie, une défiance moindre des citoyens par rapport à la politique? Est-ce que vous avez plutôt une tonalité optimiste sur cela ou plutôt pessimiste au contraire? Et ensuite, je vous poserai une dernière question. Je suis très optimiste sur ces questions. Pourquoi? Je suis très optimiste parce que la démocratie, c'est une machine à décevoir, il faut le comprendre. Elle est faite pour ça, d'une certaine façon, parce que c'est le seul système qui entretient et qui accepte son autocritique et sa critique. Le problème de la critique, c'est qu'elle peut être de plusieurs teneurs. Il peut y avoir une critique qui est vraiment la critique primaire, réactive, défiante. C'est vous n'êtes pas d'accord, vous êtes en colère. C'est souvent le mot qu'on utilise, je suis en colère. Moi, je suis quand même un peu étonné de voir qu'il y a des gens qui ont des colères, alors que c'est une émotion qui est censée passer, mais des colères qui durent. Et il y a même des responsables politiques qui entretiennent la colère et qui ne font que ça. Il faudrait bien de s'interroger. Moi, je pense que la question des passions politiques est une question capitale, mais de savoir pourquoi est-ce que c'est certaines passions plutôt que d'autres et pourquoi elles durent et comment est-ce qu'on peut les transformer. Ça, c'est la première chose que je dirais. Donc, cette critique, il faut qu'elle passe à un niveau beaucoup plus évolué, beaucoup plus sophistiqué que cette critique primaire. Il faut que ce soit une critique qui nous permette aussi de faire de la critique des propositions, de pouvoir les comprendre, ces propositions politiques, et éventuellement être capable d'en proposer d'autres. Une grosse difficulté dans le grand débat national, lorsque vous avez des débats qui sont assez peu organisés, c'est que les gens ils sont capables de faire des catalogues de propositions, mais ils sont incapables après de les mettre ensemble, de les mettre ensemble avec le système existant, d'en débattre entre eux, de choisir pourquoi est-ce qu'on met celle-là avant celle-là. Et ensuite, il y a une dernière chose, c'est que la critique, pour qu'elle soit, disons, poussée jusqu'au maximum, c'est une critique qui accepte et qui envisage un système pluraliste dans lequel vous pouvez imaginer la cohabitation de critiques opposées. C'est-à-dire, vous pouvez non seulement être capable, vous, de critiquer, mais être capable d'entendre que d'autres peuvent critiquer ce que vous êtes en train de dire. Et moi, j'ai pensé que c'était un préalable, en fait, à toute vie démocratique, le respect du pluralisme. Or, je me rends compte que pour beaucoup d'esprits, ce n'est pas du tout le cas. On est très, très partisans.
Je prendrai un petit exemple. C'est par exemple le côté, le désappointement de beaucoup de journalistes au début de la présidence Macron, qui trouvaient chez le président de la République une nouvelle méthode avec le « en même temps ». Mais le « en même temps », je pense que c'est le niveau zéro de la politique. C'est pas quelque chose de, c'est pas une compromission. Vous êtes toujours obligé de faire du « en même temps » en politique, puisque vous êtes dans un monde pluraliste où, comme les intérêts ne sont pas les mêmes, les visions, les priorités, les conceptions de la justice ne sont pas les mêmes. Donc, vous êtes bien obligé de faire toujours du en même temps et donc de respecter ce pluralisme. Et donc, je suis optimiste parce que ces dispositifs, ce sont des lieux où les citoyens peuvent non seulement apprendre des choses sur des sujets, non seulement apprendre ce que c'est que la complexité de la décision politique. Et d'ailleurs, la Convention citoyenne pour le climat française, quand elle est arrivée à son terme à la 7e session, nous a montré qu'une bonne partie des citoyens avaient très très peur du référendum, de pousser des familles de mesures au référendum. Pourquoi? Parce qu'ils avaient très peur que les Français votent contre ce qu'ils avaient proposé et de perdre tout crédit. Donc le courage politique, il n'était pas forcément à l'œuvre pour tout le monde. Donc je suis optimiste parce que ça développe aussi les virtualités de la démocratie. Parce qu'en gros, la démocratie, si vous analysez ça du point de vue de ce qu'on nous permet de faire en démocratie, on vous permet de dire oui, on vous permet de dire non, on vous permet éventuellement d'être oui ou non pour une personne, oui ou non pour un objet, on vous permet de proposer un référendum comme en Suisse, mais par rapport à tout le registre, tous les registres de communication qui doivent être embarqués dans une discussion démocratique. La démocratie, c'est d'abord de la discussion. Eh bien, ces expériences, d'une certaine façon, ça peut permettre de différentes façons, comme je vous l'ai dit, en fonction des choix de design institutionnel, de commencer à parler et pas simplement à dire « je like »,« je n'aime pas »,« je dislike », ce qu'on fait à longueur de journée, ou ce que font peut-être certaines personnes sur ces réseaux dits sociaux qui ne sont pas encore sociaux. Alors, merci beaucoup pour ces réponses extrêmement, extrêmement claires et denses. Et j'aurais une dernière question à vous poser pour les spectateurs de ces entretiens numériques d'Auxerre. Est-ce que vous auriez un livre à conseiller qui vous a particulièrement marqué sur les questions que vous évoquez, livre récent ou moins récent, que vous aimeriez soumettre un petit peu à la lecture de nos spectateurs numériques? Un livre récent que j'ai lu qui m'a stimulé, c'est la démocratie radicale, lire John Dewey de Jean-Pierre Cometti, donc, qui est un ouvrage qui revient sur la pensée de ce philosophe qui a vécu assez longtemps, 1859-1952. Et on peut se dire que c'est des vieilleries, mais il y a une bonne partie dans ces ouvrages qui nous permet d'avancer sur ces questions, parce qu'il imaginait ces expériences justement comme des expériences qu'il fallait approcher scientifiquement avec la rigueur scientifique. C'est-à-dire qu'il faut être capable d'en tirer des choses positives, négatives, et pas forcément attendre un succès de chaque expérience. Moi, je dis assez souvent, pour faire une expérience en physique, on doit s'y reprendre à de nombreuses reprises. Ce n'est pas simple. Alors, imaginez une expérience sociopolitique où il y a des libertés engagées. Ce n'est pas avec une ou deux ou trois expériences qu'on peut tirer des conclusions. Merci beaucoup, Bernard Reber, d'avoir répondu aux questions que je vous posais pour le public des entretiens d'Auxerre 2020 qui sont digitalisés, fort heureusement, et on espère vous retrouver pour la session 2021 en présentiel, comme on dit maintenant. Merci beaucoup. Merci à vous.